L'Europe face au conflit et à la guerre à Gaza. La paix maintenant et J. Cole interrogent les partis. Nous sommes donc le 27 mai. Je crois que ce soir commence la campagne officielle pour les élections européennes qui ont lieu donc dimanche 9 juin. C'est en général des élections qui ne mobilisent pas beaucoup le public. Il y a un fort taux d'abstention généralement. Et je pense que toutes les listes sont en ce moment en train d'essayer de convaincre surtout les abstentionnistes, qui est le plus grand parti de France malheureusement, à venir, pour les convaincre à venir se voter à ces élections qui sont très importantes pour l'Europe et pour la France au sein de l'Europe. Nous avons voulu, nous, compte tenu de notre engagement en tant qu'association militant pour la paix au Proche-Orient et pour une solution politique sur la base de deux États depuis toujours, aussi bien la paix maintenant que J. Cole, nous avons voulu organiser cette réunion et je remercie nos quatre invités que je vais présenter tout de suite pour leur demander essentiellement les positions de leur liste sur les questions qui touchent au conflit et à la situation générale au Moyen-Orient et également sur ses répercussions en France compte tenu de la guerre en cours à Gaza. Bernard Guetta intervient en premier parce qu'il a ensuite un meeting et donc il sera obligé de nous quitter en cours de route. Ce soir sont avec nous, je reprends l'ordre alphabétique, d'abord Madame Hélène Bidard qui représente la liste Gauche pour le monde du travail, soutenue par Fabien Roussel. Madame Bidard est adjointe à la mairie de Paris en charge de la question d'égalité hommes-femmes et de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ensuite, M. Dylan Boutifla, qui représente la liste du Parti socialiste Place publique. M. Boutifla est secrétaire national en charge des relations internationales du Parti socialiste. Merci David, Bonsoir. bonsoir à tous. Bernard Guetta, j'ai déjà cité, député européen, qui représente donc la liste Besoin d'Europe, Renaissance, Modem, Horizon, UDI et Parti radical, et qui est membre déjà du Parlement européen et membre de la Commission des affaires étrangères et qui suit particulièrement le conflit et la question du Moyen-Orient. Et enfin, Juliette Madel, représentant la liste Europe et Territoire Écologie. Madame Madel a été secrétaire d'État chargée aux aides aux victimes sous le gouvernement de François Hollande de 2016 à 2017. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme convenu, je passe la parole à Bernard. Comment est-ce que je vais m'exprimer ce soir, ou à quel titre plus exactement vais-je m'exprimer ce soir? Je peux dire des choses qui engagent, parce qu'elles sont connues, qui engagent la majorité présidentielle, et y compris le président de la République et le ministère des Affaires étrangères, et puis je dirais des choses qui m'engagent personnellement et qui engagent, je le sais, une grande partie des élus de la majorité présidentielle, mais probablement pas tous les élus de la majorité présidentielle. Alors, ce qui engage directement la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, c'est évidemment la solution à deux États, c'est évidemment une indignation absolue devant l'offensive contre Rafah aujourd'hui. C'est évidemment un appel permanent, incessant à un cessez-le-feu et à l'arrêt des bombardements sur la population civile de Gaza. C'est évidemment un appel permanent à la libération des otages. Tout ça, c'est, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, c'est notre fond commun, et je pense que ce n'est pas seulement le fond commun de la majorité présidentielle, mais de nous tous autour de cette table, du moins je veux le croire. Maintenant, des positions qui me sont plus personnelles et que je vous expose parce que je les défends publiquement, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je pense qu'aujourd'hui, ni les Israéliens ni les Palestiniens, pas même la grande majorité des Israéliens de gauche qui avaient appartenu à la paix maintenant, ne sont capables de relancer un processus de paix. Il en va de même des Palestiniens. Ils ne sont pas capables non plus. Depuis le 7 octobre, évidemment que le degré de méfiance, de peur, de ressentiment a augmenté considérablement. Ça n'arrange pas les choses, ça ne les facilite pas. Et nous sommes maintenant dans une situation dans laquelle la paix, quand je dis la paix, ce n'est pas évidemment les
termes précis de la coexistence des deux États, mais le principe de la coexistence et la reprise de négociations devant mener à cette coexistence doit être imposé par de l'étranger, doit être imposé aux Israéliens comme aux Palestiniens. Et c'est à ce qu'on peut comprendre, en tout cas à ce que je crois comprendre, essaye de s'employer l'administration Biden discrètement, dans l'ombre, sans succès pour l'instant, mais espérons qu'avec succès bientôt. Et c'est ce à quoi devrait s'employer, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de députés européens de groupes divers, pas seulement de mon groupe, évidemment du groupe social-démocrate, évidemment des Verts, mais aussi du PPE, mais aussi de The Left. Si j'oublie quelqu'un, vous ne m'en voudrez pas, ce n'est pas volontaire, mais je ne crois pas oublier quiconque. Eh bien, aujourd'hui, il faut véritablement que l'Union européenne prenne ses responsabilités et dise aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne, que si elle ne reprend pas, malgré la difficulté, la quasi-impossibilité qu'il y a à le faire, mais que si elle ne reprend pas le flambeau des pourparlers, si elle ne demande pas la réouverture de pourparlers, si elle ne condamne pas l'attitude du Hamas, et quand je dis l'attitude du Hamas, c'est bien évidemment le 7 octobre, mais c'est aussi ce jeu du Hamas qui consiste à dire, voyez comme les Israéliens sont abominables, ils le sont avec ces bombardements, de dire, voyez comme ces Israéliens sont abominables, voyez comme il n'y a rien à faire, et donc de jouer la mort des Palestiniens de Gaza dans un but politique. Eh bien, il s'agit donc de dire à l'autorité palestinienne, désolidarisez-vous de cela, condamnez cela, appelez le Hamas à libérer les otages parce que ce serait le meilleur moyen, le plus rapide en tout cas, de mettre fin à ces bombardements et de faire tomber Netanyahou et donc d'ouvrir un processus de paix. Et parallèlement, il faut dire aux Israéliens, écoutez, vous reprenez le chemin de la table des négociations. Autrement, de même que nous agitons la menace vis-à-vis de l'autorité palestinienne de suspendre le financement de cette autorité, eh bien autrement, nous arrêterons, nous suspendrons l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Nous avons, nous, Européens, des moyens de pression énormes tant sur les Palestiniens, tant sur l'autorité palestinienne que sur le gouvernement israélien, quel qu'il soit. L'abominable gouvernement aujourd'hui a un meilleur demain, je n'en sais rien. Nous avons des moyens de pression parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et parce que sans les fonds européens, il n'y a plus d'autorité palestinienne parce qu'il n'y a plus de salaire pour un seul fonctionnaire palestinien. Donc oui, il faut cela. Il faut, à mes yeux, une deuxième chose. Je pense que l'Union européenne, les États membres et l'Union en tant que telle, devrait franchir le pas d'une reconnaissance de la Palestine, reconnaissance théorique, puisque les frontières ne sont pas fixées, ne sont pas dessinées, que ce n'est pas à nous de les dessiner, mais reconnaissance néanmoins formidablement importante d'un point de vue politique, parce que cela manifesterait concrètement la volonté de l'Union européenne de marcher vers la coexistence pacifique, cela va de soi, de deux États. Donc voilà les choses qui sont à faire. Personnellement, dernier point, je me suis félicité publiquement de la demande de mandat d'arrêt contre les deux dirigeants israéliens et contre les trois, si je ne me trompe pas, dirigeants du Hamas. Je n'ai pas vu là d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalence. Évidemment qu'il n'y a aucune équivalence entre le gouvernement d'un État constitué et la direction d'un groupe comme le Hamas, mais il y a des crimes commis, des suspicions de crimes commis de chaque côté, et il est bon
il est bon que le procureur ait demandé comment dit-on, ait demandé que des mandats d'arrêt soient lancés contre ces personnalités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma désolation. Ma désolation parce que je vois jour après jour euh, notre opinion publique, mais pas seulement en France, dans tant de pays à travers le monde, et pas seulement européens, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, au Proche-Orient, cela va de soi, etc. Euh, nos opinions se divisaient stupidement entre qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, pro-israélien, pro-palestinien, pro-quels Israéliens, pro-quels Palestiniens, pro-quelle politique israélienne, pro-quelle politique palestinienne. Non, 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 il faut refuser cela et il faut marteler que nous sommes pro-paix. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Bah, écoutez, à peu près rien. Je vous ai dit tout ce que j'ai à l'esprit, tout ce qui m'occupe. Si, un dernier point, et puis je terminerai là-dessus, une volonté très forte, si je suis réélu, essayer de porter ces idées avec d'autres, naturellement, seul ce serait bien vain, avec d'autres au Parlement européen, et notamment l'idée de la double pression sur les Israéliens et sur l'autorité palestinienne. Je vous remercie et puis je vous demande pardon encore une fois d'avoir dû bousculer l'ordonnance et l'ordre alphabétique, mais j'avais vraiment pas beaucoup de choix. Il y en a une précision quand même importante. Vous appelez, enfin, vous avez dit en introduction que vous développez des idées de la liste que vous supportez et également des idées personnelles. Alors, Oui. dans votre discours, il y a des positions qui sont, je le sais, plus personnelles. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la France ait appelé la reconnaissance de la Palestine. Enfin, c'est une Je vous question le confirme, nous le savons tous. récurrente, mais qui, pour l'instant, on dit que ce n'est pas encore le moment. Donc, confirmez que pour l'instant, ce n'est pas la position officielle de la liste Non, que vous non, non, représentez. non, bien sûr, aucun de nous ne l'ignore, je pense. D'accord. Non, non, mais c'est important de préciser. Ben, écoutez, je vous remercie et bonsoir Voilà, Bernard. merci Alors, et alors, bon débat pour la suite. très À bien. bientôt. Donc, à bientôt. Au Donc, revoir. on va poursuivre maintenant selon l'ordre chronologique alphabétique. Donc, je passe la parole à Madame Bidard. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation d'abord, de nous donner ce temps de débat très important, je crois, dans ce moment-là de la campagne. Hélène Bidard, je suis en effet adjointe à la maire de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et donc, je suis candidate sur la liste de la gauche unie et je vais y revenir. D'abord, évidemment, j'ai une pensée, comme Bernard Guetta vient d'en parler, pour les victimes à Rafah du bombardement. Et j'ai aussi une pensée, et je le dois dire depuis le 7 octobre, pour Delphine Orwiller, qui, dès le lendemain du massacre du 7 octobre, s'était exprimée tout de suite pour dire à quel point elle craignait la contamination, la contagion du conflit israélo-palestinien, particulièrement en France, et qu'il fallait que tous les intellectuels, les politiques, que tout le monde se mobilise pour éviter cela. Et je dois dire que j'ai ça en tête depuis le 7 octobre, et donc j'espère que mon intervention s'inscrira dans cette réflexion-là et que notre action s'inscrit dans cette réflexion-là. Et je veux d'abord commencer par ça d'ailleurs. Et pour nommer les choses, le 7 octobre, pour notre liste, il s'agit d'un pogrom, le premier du XXIe siècle. Et il est à craindre, comme l'histoire contemporaine l'a démontré, qu'il donne le signal d'un moment antisémite à l'échelle mondiale. Et je parle là pour moi, mais pour nous, pour la liste de la gauche unie pour le monde du travail. C'est donc une liste avec Léon Desfontaines, soutenue par Fabien Roussel, pour le Parti communiste, mais également pour ceux qui nous ont rejoints, la gauche républicaine et socialiste, les radicaux de gauche, l'engagement et très récemment le MRC. Donc, je veux vous dire que c'est une parole pour l'ensemble de la liste. Pour nous tous, le Hamas n'est ni une force représentative d'un mouvement national palestinien,
ni une organisation de résistance qui userait de méthodes terroristes et qui, à ce titre-là, serait justifiée. Pour nous, c'est un mouvement terroriste, c'est-à-dire qui agit par la terreur, qui promeut au sein du peuple palestinien un nouvel et un terrible asservissement aussi pour le peuple palestinien. Et puis, le projet de cette organisation est défini dans sa charte fondatrice, c'est l'islamisation de toute la Palestine et l'éradication d'Israël. Et il y a aussi sur ce plan une responsabilité de la communauté internationale. Ça a été, je dois le dire, une folie de la part de l'extrême droite israélienne de favoriser cette force pour affaiblir l'OLP, l'autorité palestinienne, et alors qu'à notre sens, tout doit être fait à l'inverse pour permettre au peuple palestinien de retrouver une représentation démocratique légitime. D'où la bataille que nous menons pour la libération de Marwan Barghouti, mais j'y reviendrai ensuite. Il me paraît donc important de commencer par ça, et je ne veux pas évacuer la question du droit d'Israël à se défendre. Évidemment qu'Israël a le droit de se défendre après des attaques comme celles qui l'ont visé le 7 octobre, et puis il ne faut pas l'oublier aussi l'attaque des drones et des missiles de l'Iran. Mais ce que fait le gouvernement Netanyahou n'a rien à voir avec de la légitime défense. C'est une action de punition collective d'une population civile. Et à notre sens, il y avait d'autres possibilités, à commencer par celle consistant à saisir la communauté internationale, les instances judiciaires internationales, afin que les chefs du Hamas, réfugiés notamment au Qatar, mais pas que, soient expulsés de ces pays et renvoyés devant le CPI. Toujours en Israël, il faut insister sur le fait que l'action du gouvernement de Netanyahou, qui est suprémaciste, qu'il mène en réalité, à notre sens, Israël à sa perte. Non seulement ça l'isole sur l'échelle internationale, ça fait que des crimes qui seront peut-être et même sûrement un jour qualifiés de crimes de guerre en série sont réalisés, et ça aggrave une crise politique que connaît le pays, et puis ça ruine les règles aussi démocratiques. Et à ce titre, je veux rappeler que dans la déclaration d'indépendance, il était garanti les droits égaux à tous les citoyens d'Israël. Cette disposition n'a jamais été pleinement appliquée vis-à-vis de la composante arabe du pays, mais elle plaçait Israël dans le sens de l'histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, les lois que le gouvernement de Netanyahou fait adopter vont à l'inverse, en caractérisant Israël comme un État-nation du peuple juif, ce qui est un tournant historique. Ensuite vient et je sais que ça fait partie des questions que vous nous avez posées, la question de la terminologie du génocide. Est-ce qu'il y aurait actuellement un génocide en cours ou pas? Pour cela, je pense qu'il est important de revenir à la définition du génocide, qui est un crime qui consiste en l'élimination physique intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux, en tant que tel, ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance à un groupe. Et évidemment, le génocide peut être perpétré par divers moyens, dont le meurtre collectif, direct ou indirect. Nous pensons que c'est en fonction de cette définition que la justice internationale, bien sûr, et elle seule est habilitée à le faire, à décider de s'il y a ce génocide ou pas, et à le juger avec des investigations soigneusement étayées. Il est important de comprendre et de reconnaître il faut se poser la question s'il faut l'appliquer au carnage à Gaza. Il faut aussi entendre qu'il n'est pas contestable qu'une fraction non négligeable de la coalition gouvernementale israélienne, du mouvement des colons en Cisjordanie d'extrême droite, exprime régulièrement une intention génocidaire à l'endroit des Palestiniens et des Palestiniennes. Et il n'est d'ailleurs pas davantage niable que l'expédition pogromiste du 7 octobre aura révélé l'abominable volonté aussi génocidaire du djihadisme palestinien. D'où l'importance pour nous de redonner toute sa place à la Cour internationale de justice, de le rappeler d'autant plus, avec d'autant plus de force que l'arrêt de la Cour qui se relève sans précédent
appelle tous les États démocratiques qui se voient mis en demeure de concourir à son application. Au regard de cette puissante décision de justice, l'inflation des qualificatifs à laquelle on assiste ces temps-ci n'aide en rien le peuple palestinien à faire valoir ses droits, ni les mouvements de solidarité à agir efficacement. C'est à faire respecter. Il faut absolument, pour nous, faire respecter les conclusions de la CIJ, que tous les efforts doivent être consacrés. Et à notre sens, l'Europe, l'Union européenne et la France doivent se consacrer à faire respecter les conclusions de la CIJ. Je pense aussi, et nous pensons qu'évidemment, il ne faut pas être naïf avec les procès qui sont faits, qui diraient que le peuple israélien, Israël serait assimilé à une nazification et que l'on peut entendre malheureusement. Cela vise évidemment à délégitimer l'existence même d'Israël et nous ne sommes pas dupes de ce point de vue. Mais, je ne devrais pas rajouter de mais après ça, nous ne sommes pas dupes de ce point de vue, point. Il est important aussi de se rendre compte qu'il faut porter une attention à ceux qui parlent de génocide, ne le font pas tous dans cet objectif-là. Ils expriment aussi une colère légitime et cela peut être la volonté d'autres, malheureusement, qui sont minoritaires, mais qui sont extrêmement dangereux idéologiquement. Je vais vous rappeler, peut-être vous ne l'avez pas vu, que nous avons avec le Parti communiste français, avec Fabien Roussel, organisé un déplacement en Israël et en Palestine, qui était la première délégation politique française à se rendre sur place après le pogrom du 7 octobre. Et ça a permis à Fabien Roussel de rencontrer des victimes du 7 octobre, décédées du fait du Hamas, et puis des victimes aussi palestiniennes, des proches des victimes palestiniennes aussi décédées, y compris dans des camps de réfugiés, de pouvoir rencontrer des familles, ainsi que les députés communistes israéliens de la Knesset et le Premier ministre de l'autorité palestinienne. Et nous en sortons avec un seul projet politique, avec une seule ambition politique qui est celle de la paix. La paix comme un projet politique, ça se construit, ça ne se décrète pas, évidemment, mais c'est pour nous le plus important. Et pour cela, il faut évidemment le cessez-le-feu immédiat, mais je crois qu'on y reviendra après dans la discussion. Et nous devons réagir en France et en Europe conformément à notre histoire, travailler ardemment à la paix entre Palestiniens et Israéliens, ce qui veut dire évidemment la reconnaissance officielle de l'État de Palestine aux côtés de l'État israélien, dans les frontières de 1967, pour poser le premier acte d'une solution politique à deux États, et donc commencer par cette reconnaissance pour pouvoir justement avancer. Et nous pensons que l'Union européenne devrait en faire de même, tout en évidemment continuant à exiger la libération des otages. Mais pour une paix juste et durable, nous exigeons la libération de Marwan Barghouti, qui est pour nous le Mandela palestinien. La solution qui, pour nous, doit être une solution politique pour les Palestiniens, est aussi une solution qui apportera une possibilité de paix pour Israël, ce qui passe nécessairement par un droit à la sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Je vois que j'ai atterri à la fin. Je dis une phrase de conclusion et je rebondirai, oui. je pense. Si pas ça... de problème, on n'est pas à 2 minutes près. J'étais déjà à mes 10 minutes. Ma famille politique, donc l'ensemble de la liste de la gauche unie pour le monde du travail, et porte avec détermination l'enjeu de la paix et d'agir en faveur de la paix par la diplomatie, par la justice, par la démocratie, par le respect des droits des peuples. L'Europe doit aussi changer et devenir une Europe de paix et de coopération avec les peuples, ce qui veut dire pouvoir agir en commençant par reconnaître l'État palestinien. Et j'espère pouvoir réagir tout à l'heure, mais dans vos questions, il n'y avait pas la question du viol comme arme de guerre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Céline Bardet, les ONG de We Are Not Weapons of War, qui souhaitent mener l'enquête pour la reconnaissance
des viols comme arme de guerre le 7 octobre. Et donc, je tenais à conclure en disant un mot sur cette situation. La paix, ça passe par la justice et j'espère qu'on y arrivera aussi avec cette reconnaissance du viol comme arme de guerre. Je vous remercie. Merci, Madame Bidard. On reviendra dans le débat sur des questions que vous avez soulevées. Alors, Monsieur Boutifla, c'est à vous pour la liste du PS et place publique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci David, merci aux militants de la paix maintenant et puis de J-Call de nous avoir invités à participer à cet échange. Je voudrais d'abord le situer dans le combat qui nous avons en partage d'ailleurs, ce combat pour la paix, pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens et finalement pour les exigences, les valeurs que nous portons. Je voudrais commencer par vous faire une petite lecture d'un texte qui avait été retrouvé sur Yitzhak Rabin le soir de novembre 1995 lorsqu'il avait été lâchement assassiné par un fondamentaliste religieux. Ne dis pas qu'un jour viendra, fais-le advenir parce que ce n'est pas un rêve. Et en fait, je veux m'inscrire dans les pas d'Yitzhak Rabin, de Shimon Peres et même de Yasser Arafat, puisqu'en fait, j'ai l'honneur d'être un secrétaire national d'un parti qui s'inscrit dans cette famille politique. Des travaillistes, des socialistes, qui ont d'ailleurs plus que des points communs, des valeurs communes, une histoire commune avec l'histoire du peuple juif, et notamment à travers ce qu'ont été la contribution des socialistes au sionisme. Et je veux partir de là, je veux partir de cet héritage commun qui nous anime et qui doit nous obliger à aujourd'hui dire qu'il y a des actes que nous ne pouvons plus accepter. Vous savez, nous n'avons pas attendu le 7 octobre dernier pour manifester notre réprobation la plus totale des actes terroristes. Nous n'avons pas, comme vous, attendu d'ailleurs ces crimes de la part de Tsahal pour considérer qu'il y avait un enjeu aujourd'hui sur la qualification des actes portés par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens. Vous savez, lorsque nous avions reçu en 1999 au Congrès international socialiste Yasser Arafat, Shimon Peres, en 1999 à Paris, moi j'y étais, j'étais vice-président des jeunes socialistes européens. Je rentrais d'une visite au Proche-Orient et je me disais qu'après les accords d'Oslo, tout était possible et qu'on ne reviendrait plus jamais en arrière. Eh bien, malheureusement, les faits sont têtus et nous avons constaté lors des négociations de Camp David, notamment initiées par Ehud Barak, un autre camarade, lorsque nous avons voulu aller plus loin dans le processus de reconnaissance de l'État palestinien, eh bien, nous n'avons pas forcément eu les interlocuteurs que nous aurions pu espérer. Et finalement, lorsque l'on constate pendant ces 16 années de pouvoir de Netanyahou sur ces 30 dernières années, on se rend compte que Netanyahou a fait des choix politiques qui ont profité de cette absence d'interlocuteurs, qui ont profité finalement ces choix politiques d'une forme de renoncement, de reniement, de fatigue même du mouvement de la paix en Israël. Et moi, je veux le dire aussi ici, je n'ai pas de leçon à donner aux Israéliens comme aux Palestiniens. Je veux que nous soyons bien clairs là-dessus entre nous. Moi, je considère que nous avons tous notre part à jouer. Vous savez, comme dirigeant socialiste, comme candidat sur la liste de Raphaël Glucksmann, je dirais que les socialistes français ont eu des occasions, notamment lorsque nous avons proposé à l'Assemblée nationale en 2014 et au Sénat d'adopter une résolution pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Si nous n'avons pas été jusqu'au bout, et si le président Hollande, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, n'ont pas été jusqu'au bout, c'est sans doute aussi parce que nous pensions que c'était aux Palestiniens et aux Israéliens d'initier cette démarche et que finalement nous avons sans doute eu tort dans cette capacité à trouver des interlocuteurs encore une fois, et que lorsqu'en 2020, Gantz, puis Lapid, puis Bennett succèdent à Netanyahou, on a cet espoir que finalement en Israël, nous ayons de nouveau des interlocuteurs pour faire la paix, car au fond, en Palestine, depuis la fin du processus démocratique en 2006, puisqu'il n'y a pas eu d'élection législative en Palestine depuis la victoire du Hamas, et bien quelque part, c'est aussi une responsabilité du Fatah, de nos camarades autour de Yasser Arafat et aujourd'hui de Mahmoud Abbas, qui ont une responsabilité dans ce statu quo, dans cette espèce de moment de frustration. Et à ce moment-là aussi, on se rend compte que Netanyahou va s'appuyer sur des interlocuteurs, va créer une césure d'ailleurs au sein du mouvement arabe, des pays arabes, entre les chiites et les sunnites, et s'appuyer finalement sur des interlocuteurs qui sont aujourd'hui nos adversaires, adversaires de la démocratie, adversaires de nos valeurs
féministes, de nos valeurs humanistes, et quelque part aussi dans les accords d'Abraham, une forme de renoncement à établir finalement une paix durable avec les Palestiniens. Alors advient cette terrible phase de colonisation, qui d'ailleurs a connu son apogée aussi sous les gouvernements travaillistes en Israël. Être capable aussi de dire que nous avons constaté que dès 1996, les velléités de Netanyahou de s'allier avec les extrémistes religieux, avec une partie de l'extrême droite israélienne, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous raté? Que nous n'avons pas tenté pendant toute cette période d'incertitude et de silence, quelque part un peu complice, lors de la colonisation des années 2010-2020. Et quelque part, nous avons aussi été pris au piège d'interlocuteurs politiques qui, de toute manière, n'avaient qu'une idée en tête, c'était la destruction d'Israël. Mais vous savez, moi, je ne dis pas qu'il faudra discuter avec le Hamas. Je ne le pense pas, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi capable de se rappeler que nous n'avons pas été capables de traiter les Palestiniens à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer de nous collectivement en tant que communauté internationale. Les Israéliens l'ont tenté, mais quelque part, nous avons été aussi déçus et trahis par le comportement au pouvoir du Fatah, et il faut aussi le souligner. Quand il y a de la corruption au Likoud, il y a aussi de la corruption au Fatah, et c'est aussi un grand mal de nos sociétés démocratiques. Je veux terminer sur un dernier point, parce que ça me paraît être aujourd'hui ce qui nous touche, aussi bien ce qui s'est passé encore ces dernières heures à Rafah, que finalement ce qui s'est passé le 7 octobre. Nous avons été très nombreux, dès le soir même des attentats terroristes du 7 octobre, à dénoncer ces actes, à demander un cessez-le-feu, à demander la libération de tous les otages, mais aussi de tous les prisonniers politiques. Parce que quand on n'a pas d'interlocuteur, et moi je le rappelle, tout à l'heure, Hélène parlait de Barghouti, on pourrait en citer d'autres qui ont été retenus dans les geôles israéliennes, parfois sans véritable procès. D'ailleurs, c'est aussi un des éléments du débat qui nous a amené, je vais terminer là-dessus, l'année dernière, à refuser le qualificatif qui pouvait être porté sur l'État d'Israël comme étant, je cite la résolution voulue par les communistes à l'Assemblée nationale, un régime d'apartheid. Nous avons voté contre cette résolution car nous pensons que, heureusement, en Israël, il y a des institutions démocratiques, il y a un système judiciaire. Mais même cela est mis en cause par les coups de boutoir de Netanyahou. Il faut qu'on soit bien conscient que ce qui se passe dans la société civile depuis 2 ans pour demander des élections libres, une remise en cause de ce pouvoir extrémiste, il faut aussi être conscient des limites de l'État d'Israël, comme il y a des limites aux libertés publiques en France, en Europe, et nous pouvons là aussi être d'accord. Je veux terminer donc sur les leçons que nous tirons depuis notamment mai 2023, lorsque nous avions pris une résolution pour dénoncer ce qualificatif d'apartheid. Pourquoi nous avons combattu aussi les logiques qui consistaient à revendiquer un boycott des produits israéliens, tout simplement parce qu'il n'est pas réalisable, pas faisable, comme on distingue des produits dans l'économie de ceux qui ne le seraient pas. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on peut faire. Et par exemple, moi je vous le dis, il faut qu'on remette en cause l'accord entre Israël et l'Union européenne pour notamment être bien conscient du fait qu'il y a des capacités d'intervention de l'Union européenne si les droits humains sont remis en cause, et c'est le cas depuis plusieurs mois, si nous sommes capables aussi de dénoncer le risque d'un embrasement régional, parce qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour faire cesser cet engrenage auprès des Israéliens comme auprès des interlocuteurs qui reconnaîtront définitivement Israël comme un interlocuteur et comme un État démocratique. Et je veux terminer là-dessus. Jamais les socialistes n'ont contesté le droit imprescriptible de l'État d'Israël de se défendre. Mais nous avons toujours dénoncé le fait que cette capacité à se défendre puisse autoriser notamment le pouvoir actuel, notamment le gouvernement actuel, il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit du gouvernement israélien, d'utiliser des méthodes inacceptables, de commettre des crimes inacceptables. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clairvoyant et lucide sur tout cela. Nous avons la chance peut-être dans les mois qui viennent d'avoir un processus démocratique de nouveau en Israël. J'espère que les Israéliens le saisiront. C'est à eux d'en décider. Mais il faudra aussi demander des comptes aux Palestiniens pour l'usage qui a été fait des aides de l'Union européenne, de la capacité à soutenir la démocratie palestinienne, telle qu'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'elle est au point mort. Voilà, je voulais un petit peu commencer par cette espèce de vision un peu historique de notre responsabilité. Moi, vous savez, je ne donne jamais de leçons à personne. J'essaie surtout de ne pas reproduire les erreurs du passé et en l'occurrence, pour ce qui me concerne à l'avenir, d'être à la hauteur des rendez-vous qui nous sont fixés par les citoyens et par la démocratie. Je vous remercie. Merci. Alors, avant de passer la parole à
à Juliette Madel. Je veux quand même préciser que les élections en Israël sont libres et qu'elles ont lieu tous les 4 ans et que les manifestations qui ont mobilisé des centaines de milliers d'Israéliens au cours de l'année 2022 et puis 2023 jusqu'au 7 octobre, c'était contre la réforme juridique que ce gouvernement en place voulait faire. Et depuis, les manifestations ont repris et un des mots d'ordre essentiels, c'est pour appeler à des élections anticipées. Mais les élections sont libres. Madame Juliette Madel, je vous laisse vous présenter Oui, et présenter votre merci. position. Merci David. Alors, je m'appelle Juliette Méadel. J'étais en 2016-2017 secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes d'attentats et puis d'autres catastrophes. Et je vous parle aujourd'hui depuis un positionnement politique où je n'ai plus de carte au Parti socialiste depuis 8 ans. J'ai monté un collectif qui s'appelle L'Avenir n'attend pas depuis une dizaine d'années, qui œuvre sur les questions essentiellement d'enfance et d'innovation sociale. Et j'ai rejoint une liste, une coalition qui est portée par Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, parti qui était celui de Jean-Michel Bailey, qui était lui aussi au gouvernement de François Hollande, et qui a regroupé toute une série de mouvements citoyens, dont l'Avenir n'attend pas, mais aussi les 3/4 des associations qui soutenaient Bernard Cazeneuve, qui s'appelle la Convention, mais également d'autres mouvements, Volt, qui est un mouvement européen, voilà, et d'autres. Voilà pour vous dire d'où je parle. Pourquoi cette candidature? Je vais vous dire les choses assez clairement et assez franchement. Pour moi, les attentats du 7 octobre ont bouleversé non seulement, hélas, la vie en Israël, mais aussi la politique française. Et je voulais vous dire d'abord, et je vous ai envoyé une tribune là sur la liste commune, qui a été une tribune que j'ai publiée le 26 octobre et qui s'appelait « Contre les compromissions de LFI sur le Hamas, gauche républicaine et progressiste, réveille-toi » et qui a été, si vous voulez, pour moi, une source d'indignation qui m'a conduite là à soutenir les radicaux de gauche pour 2 raisons. D'abord, parce que je veux témoigner ici et le redire toute la solidarité que nous avons ressentie avec plein de gens de la gauche progressiste, la solidarité inconditionnelle avec les victimes du terrorisme islamiste et les victimes du Hamas. Et cette solidarité inconditionnelle, elle s'exprime à l'endroit de toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, de la même manière que la France a été victime du terrorisme islamiste sur son sol. Entre 2012, ça a commencé aux Aratora à Toulouse, jusqu'aux derniers attentats que nous avons connus, nous sommes tous des Israéliens. C'est quand même ça la réalité, c'est que nous sommes tous victimes du terrorisme islamiste. Et ça, franchement, j'aurais bien aimé l'entendre partout. Alors, on l'a entendu, mais ce qu'exprime la tribune que je vous ai envoyée, c'est qu'il n'y a pas de contextualisation possible au soutien que nous avons adressé aux victimes du Hamas. Il n'y a pas de contextualisation qui explique l'indescriptible, car oui, c'est un pogrom, je suis tout à fait d'accord avec Hélène, oui, c'est l'horreur qui a été semée, et je n'ai pas pu m'empêcher de regretter avec beaucoup de tristesse que la France insoumise refuse de qualifier ces actes pour ce qu'ils étaient. Et donc non, en aucune manière, il s'agit d'un acte de résistance, en aucune manière. Voilà, donc ça c'est quand même le premier point. Et c'est aussi le point qui nous a conduit, maintenant avec Guillaume Lacroix et tous les autres, à soutenir une position qui est claire là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui, il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on met sur le même plan, comme l'a fait la CPI, en tout cas le procureur de la CPI, pas les juges, il faut quand même bien le dire, on ne peut pas mettre sur le même plan Israël et Netanyahou, même si moi j'en avais appelé dans cette tribune à soutenir l'opposition à Netanyahou et ceux qui étaient à l'époque la gauche israélienne. On ne peut pas mettre sur le même plan un État, qui est un État démocratique, et
une organisation terroriste qui est le Hamas. Et donc, moi, je vous le dis, j'ai trouvé assez choquant la décision du procureur général de la CPI de réclamer des mandats d'arrêt à la fois contre Netanyahou et son ministre de la Défense et en même temps contre le Hamas en les mettant dans le même paquet. Ça m'a, je vous dis franchement, ça m'a choqué, d'autant qu'il s'agit du procureur et que l'opinion publique internationale a considéré que c'était déjà une condamnation. Voilà, donc voilà pour dire que ne pas les renvoyer dos à dos, ne pas contextualiser le pogrom du 7 octobre, qui est le plus grand traumatisme dans l'histoire juive depuis la Shoah, et en aucune manière les banaliser. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, la position que nous avons sur le conflit en lui-même, c'est de bien dire qu'il y a le conflit israélo-palestinien, d'un côté, et puis de l'autre, il y a la vie que nous menons tous en France, et la question de l'antisémitisme sur laquelle je reviendrai. Sur le conflit israélo-palestinien, nous avons à peu près la position qui a été exprimée auparavant, qui est que côté Palestine, évidemment, libérer les otages, en appeler à une autorité palestinienne, si possible, le plus rapidement possible, même s'il faut être réaliste, qui renonce au terrorisme et qui renonce au fondamentalisme islamiste, ça c'est quand même le préalable. Et côté israélien, évidemment, prendre des mesures, comme le dit Biden, pour protéger les civils, protéger les travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza, mettre en place aussi des réponses spécifiques pour répondre à la souffrance des civils, répondre à la crise humanitaire, et puis, évidemment, un cessez-le-feu. Mais nous, notre position, elle est qu'on doit exiger ça en même temps des deux côtés. Et il n'est donc pas possible de réclamer à Israël de lui interdire le droit de se défendre tant qu'on n'a pas obtenu la libération des otages et un cessez-le-feu. Donc, nous, notre position, ce n'est pas deux poids, deux mesures. On exige la même chose des deux côtés, c'est-à-dire on libère les otages et à ce moment-là, à partir du moment où les otages ont été libérés, il peut y avoir un cessez-le-feu. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que nous condamnons évidemment la ligne politique de Netanyahou. C'est une évidence. Et les colons qui expriment des intentions génocidaires, parce qu'il y en a, ce n'est pas la majorité, mais il y en a, nous les condamnons totalement et de façon unanime. Mais ce que nous souhaitons, et c'est ce que j'avais écrit dès le 23 octobre, c'est qu'il y ait une solidarité de la gauche française avec la gauche israélienne. Quand même pas oublier qu'il y a quand même aujourd'hui une force qui manifeste dans les rues d'Israël pour contester ce que fait Netanyahou. Et c'est à cette gauche-là qu'il faut adresser sa solidarité. Maintenant, sur les positionnements des uns et des autres, nous ne partageons pas la proposition de la France insoumise de cet État commun à majorité en fait arabe, parce qu'il y aura évidemment un déséquilibre démographique qui renverrait les Juifs israéliens à leur situation minoritaire. Donc, on n'est évidemment pas d'accord avec ça. Nous sommes pour la solution à deux États et nous sommes aussi pour une négociation petit à petit et autant que faire se peut, probablement que J. Cole connaît bien, qui pourrait aller jusqu'à, pour une partie des colons, le fait de s'en aller d'une partie des territoires. Parce qu'il faudra qu'il y ait du donnant-donnant, de toute manière, pour arriver à trouver une façon de vivre ensemble et à vivre en paix. Ça, c'est pour le conflit israélo-palestinien. Maintenant, pour ce qui se passe en France, puisque vous m'avez interrogé sur l'impact en France. Je suis, moi, extrêmement inquiète, et notre liste fixe la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme au sommet de ce que nous sommes. Moi, je suis très inquiète de voir une augmentation massive de l'antisémitisme, des actes, des agressions antisémites depuis le 7 octobre, là où on aurait pu s'attendre à ce qui est de la solidarité, les actes antisémites ont bondi. Bon. Donc, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Et je renvoie dos à dos l'exacerbation par certains membres de la France insoumise du sentiment antisémite qui est présent en France depuis le 19e siècle. Et je renvoie ça dos à dos avec les provocations racistes du Rassemblement national à l'endroit des musulmans. Et nous sommes
donc dans une espèce de course dramatique, qui est une espèce de course identitaire où il y a deux partis, les deux extrêmes, qui cherchent le chaos et qui visent à communautariser des communautés, alors que moi je connais qu'une seule communauté, c'est la France. Et donc, avoir d'un côté une France insoumise qui compte sur un vote qu'elle communautarise et qu'elle essentialise, en considérant qu'on s'adresse aux musulmans parce qu'on pense que les musulmans sont antisémites. Enfin, je veux dire, ça va loin, c'est d'ailleurs insultant pour les musulmans de France. Et de l'autre côté, nous avons un Rassemblement national qui exacerbe le sentiment anti-musulman et qui fait croire à la communauté juive, si tant est qu'il y ait une communauté juive là aussi, qui fait croire que le Rassemblement national va protéger les juifs contre les méchants insoumis. Donc là, on est dans le schéma dramatique de la lutte identitaire et schéma auquel la réponse, c'est la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Car c'est la seule façon de nous protéger, nous autres citoyens, où nous devons dire la religion, ça reste à la maison, parce que c'est la seule façon de vivre en paix ensemble, et où nous devons dire il n'y a qu'une seule communauté, la France, et où nous devons dire nous sommes tous des citoyens de France, parce que comme disait Renan, la nation, ce plébiscite de tous les jours, c'est le fruit d'un choix libre. Ça n'est pas, on ne se définit pas français en fonction de ses origines ethniques, religieuses ou de son lieu de naissance. On se définit parce qu'on a choisi la France et qu'on a choisi de respecter les principes de la République. Et voyez-vous, ça, c'est le cœur de l'engagement des radicaux de gauche que je soutiens aujourd'hui. Je n'ai pas ma carte chez eux, mais je me reconnais assez bien dans le discours de Clémenceau, Mendes France. Et je trouve que c'est ce qui nous fait tenir ensemble. Voilà. Et ce qui nous fait tenir, c'est donc que nous combattrons toutes les propositions communautaristes, nous combattrons toutes les propositions politiques qui cherchent à flatter telle ou telle identité, telle ou telle appartenance, et nous combattrons tous ceux qui flirtent avec ce vote, cette clientèle communautariste, qui peut aussi d'ailleurs les conduire, comme le fait la France insoumise, à tolérer des dérives antisémites qui, pour nous, sont scandaleuses et juste inadmissibles. Ça nous conduit donc sur l'avenir et pour l'avenir. Ça nous conduit, nous, à proposer très clairement pour le projet européen de dire que nous serons les représentants au Parlement européen d'un modèle français de république et de laïcité. Parce que il n'y a pas de raison que la Commission européenne fasse, par exemple, des campagnes où elle considère que montrer une jeune femme avec un voile, c'est une manière de faire campagne pour la liberté religieuse. Ben non, nous, ça n'est pas notre vision des choses. Nous pensons que pour vivre en paix, pour que chacun ait le droit de vivre sa religion tranquillement, eh ben, tout ça, ça doit rester dans l'espace privé. Parce que comme ça, il n'y a pas de conflit, et on ne s'adresse pas aux gens en fonction de leur religion, on s'adresse aux gens en fonction de leur choix et de leur citoyenneté. Donc ça, c'est notre engagement. Et notre deuxième engagement, c'est de dire que l'Europe, oui, l'Europe doit s'investir bien mieux dans sa volonté d'apporter la paix en Israël, qu'elle doit mieux contrôler l'usage des fonds, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de détournements de l'argent européen qui a été mal utilisé en Palestine. Moi, j'aurais préféré qu'il soit mieux utilisé pour le développement économique, éducatif des populations à Gaza, plutôt que pour construire des souterrains. Et oui, l'Europe doit aussi, comme le fait Biden avec Israël, demander à Netanyahou le respect du travail des humanitaires et s'engager justement vers un donnant-donnant sur à la fois un cessez-le-feu, la libération des otages et le respect, le fait d'entrer dans une solution de négociation qui amène au respect des droits et qui amène surtout à valoriser, j'en terminerai par ça, à valoriser aussi les Arabes israéliens qui s'engagent au soutien d'une solution de paix dans un État dont j'espère que nous arriverons enfin à amener la paix dans les années qui viennent. Les mois, je n'y crois pas, mais au moins dans les années qui viennent, parce que c'est aussi la paix dans la région et la paix dans le monde qui est menacée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Juliette. Alors, on avait prévu un petit temps d'échange entre vous. Est-ce que
aussi bien Madame Bidard que M. Boutifla voulaient intervenir ou réagir. Oui, si vous voulez. Comme, comme vous voulez, c'est Dylan, si tu veux. Vas-y, je t'en prie, Hélène, je t'en prie. Je crois que nous sommes clairs ici sur ceux qui sont et celles qui sont présentes sur le fait qu'on est en désaccord avec la position de la France insoumise tous, que nous sommes tous et toutes inquiets sur la montée de l'antisémitisme en France, qui à mon sens n'est pas nouveau. C'est vrai que là on le voit, mais moi j'habite dans le 11e arrondissement. J'ai connu les attentats de l'Hypercacher en étant très proche, et j'habite dans la rue de Mireille Knoll qui était ma voisine. Donc je dois dire que pour moi ça n'est pas uniquement les attentats, le pogrom du 7 octobre qui ont fait cette montée d'antisémitisme, mais elle était bien en amont. Et je veux dire une chose par rapport à ça. C'est grave évidemment pour les Juifs, les victimes, mais au-delà, c'est grave parce que ça déstabilise une république et une démocratie tout entière. Et d'ailleurs, on a pu voir, et j'espère qu'il y aura des enquêtes et des procès clairs sur, par exemple, les tags avec les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, la déstabilisation d'une république organisée par des tags antisémites. Donc, il faut vraiment, à mon sens, qu'il y ait une unanimité politique sur cette question-là. Donc, je voulais quand même revenir sur ça. Et en effet, la laïcité, rien que la laïcité, ça veut dire le droit de croire ou de ne pas croire. Et défendons cette position universaliste et laïque. Ça a son importance en France, mais ça a son importance aussi dans le monde pour le message que nous portons en faisant ça. Maintenant, je voulais revenir juste là où nous avons peut-être des différences d'appréciation importantes. C'est que, à notre sens, le cessez-le-feu, il doit être immédiat et pas conditionné. Et d'ailleurs, quand il y a eu la trêve, c'est là que la libération d'otages a pu s'organiser. Et donc, il est important, à notre sens, qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu, puis qu'il y ait la négociation pour la libération des otages et évidemment que toute l'aide humanitaire puisse être apportée. Et si je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on va continuer à avancer comme ça et acter des échecs des uns et des autres, à notre sens, il faut commencer maintenant parce que certains pensent que ce sera la fin, mais à notre sens, il faut d'abord reconnaître l'État de Palestine juridiquement dans ses frontières de 67 aux côtés d'Israël, précisément pour mettre en place des élections démocratiques. Mais de toute évidence, si on doit tirer un bilan de ces dernières années, c'est qu'attendre qu'il y ait des élections démocratiques en Palestine tout en emprisonnant des leaders politiques et en espérant que ça vienne dans cette situation-là, alors qu'il y a des colonies, ça ne permet pas la tenue d'élections démocratiques. Donc, il faut, à notre sens, commencer donc par la fin, comme je le dis, c'est-à-dire par la reconnaissance de l'État pour permettre la mise en place d'élections démocratiques. Et puis, un élément important pour nous, c'est que je sais qu'il y a des discussions sur les suspensions de l'accord d'association entre l'UE et Israël tant que le gouvernement israélien n'applique pas le droit international, ce qui nous paraît logique de ce point de vue-là sur la question de suspension d'accords commerciaux. Mais je voulais dire que par contre, nous nous opposons au boycott culturel et sportif. Et je dis ça parce qu'on va avoir les Jeux olympiques à Paris notamment, mais j'ai aussi pu regarder l'Eurovision de la chanson, qui était extrêmement choquant de ce point de vue-là. Et donc, il faut évidemment condamner les colonies, stopper et revenir sur les colonisations et condamner et fermement politiquement le gouvernement d'extrême droite qui suscite cela, soutenir
les députés progressistes, j'irais même au-delà de la gauche, les députés communistes, progressistes, israéliens. Mais à notre sens, nous nous opposons au boycott culturel et sportif parce que il ne faut jamais rompre, je pense, les voies qui peuvent permettre de faire avancer la paix et la diplomatie, que ce soit dans les universités, dans les lieux intellectuels. Partout où on le peut, il faut permettre ces voies de la diplomatie et ça passe aussi par tout ce qui fait la vie sociale, culturelle, sportive, et donc par ces échanges aussi entre les peuples. Et la dernière chose que je souhaite dire, c'est pour revenir sur l'Union européenne. Je voulais parler d'Ursula von der Leyen qui a fait plusieurs débats, peut-être l'avez-vous vu, ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, les débats entre les candidats pour la direction du Parlement européen. Eh bien, elle a été interrogée, notamment à Maastricht, et dans le débat Eurovision politique, cette fois-ci à Bruxelles, et elle était incapable de dire que ce que pointe le procureur, de reprendre ce que ce que pointe le procureur de la CPI et de la CIJ, incapable de condamner l'attaque de Rafah aussi. Et donc, pour nous, il y a un gros enjeu à ce que la France et l'Union européenne, et notamment à ce qu'il y ait une direction de l'Union européenne qui joue le rôle concret qui doit être le sien pour permettre le droit international, les applications des résolutions de l'ONU. Et donc, il faut sortir de l'impuissance et de l'hypocrisie. Et il faudra bien, à notre sens, être actif de ce point de vue-là. Repousser en permanence la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, c'est pour nous mettre la France notamment et l'Union européenne un pas à côté du rôle historique que la France a pu jouer. Et je pense qu'on a tous en tête en 67 avec l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, le discours de François Mitterrand à la Knesset en 82, le voyage de Chirac en 96, la conférence de Paris en 2000. Donc, il s'agit de redonner à la France et à l'Union européenne leur rôle de diplomatie qui peut être extrêmement forte. Et je pense que c'est pour nous essentiel dans la prochaine mandature au Parlement européen. Merci, Dylan. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit non plus naïf sur les chances de faire progresser notre ambition de la paix. Et quelque part, quand je soulignais tout à l'heure la puissance de nos adversaires, enfin quand même, c'est quand même incroyable que Netanyahou réussisse à être au pouvoir sur ces 28 dernières années, 16 ans, quoi. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Alors oui, bien sûr, on parle d'élection démocratique, on parle d'un État démocratique. Et moi, je sais tout à fait faire la différence, mais ça m'inquiète parce que quelque part, qu'est-ce qu'on entend par démocratie quand on a des personnes comme ça qui arrivent au pouvoir en étant capables de s'allier à des pires extrémistes religieux qui, quelque part, ont une vision complètement messianique de leur rôle politique et quelque part, ils ont une espèce de surmoi autoritariste pour ne pas dire pire. Et quelque part, moi, je veux partager ça avec vous. Ma grande inquiétude, c'est pas seulement de ce qu'on va faire et pouvoir porter dans le Parlement européen, c'est aussi de quelle manière on convainc nos concitoyens qu'ils se fourvoient aussi bien en Europe qu'au Proche-Orient dans ces voies-là, dans ces voies religieuses, extrémistes, et qu'il faut pour cela être capable aussi de faire notre autocritique et de comprendre quelles ont été nos erreurs. Parce que moi, je vous le dis, je ne supporte pas cette façon qu'on a de stigmatiser les choix des uns et des autres en leur disant tantôt qu'ils sont racistes, nazis, xénophobes. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui vont être amenés à faire ces choix-là, qui n'ont rien à voir avec ces postures-là, qui n'ont rien en partage avec les extrémistes, mais qui en ont ras-le-bol du système politique. Et moi, je fais partie de ceux, comme dirigeant politique, qui aussi est capable de dire quelles sont les faiblesses et les manquements de nos partis. Quand on a des leaders qui arrivent au pouvoir et qui finalement, pour
faire unité nationale se retrouve à proposer des propositions comme la déchéance de nationalité en 2015, on doit s'interroger sur la capacité, par exemple, dans la période qui a suivi le Covid, de remettre en cause nos libertés publiques alors qu'on a des pouvoirs démocratiques. Moi, je revendique pleinement le fait que ces choix aient été faits par des présidents élus, par le président Hollande, par le président Macron. Mais sauf qu'on doit s'interroger quand même sur le bilan et la capacité qu'on a à porter nous-mêmes atteinte à nos libertés publiques, à nos libertés collectives. Et là où j'ai espoir, c'est que dans la campagne électorale et dans ce qui adviendra au Parlement européen, on peut s'appuyer aussi sur des forces associatives, des forces syndicales. Et en Israël, c'est encore plus vrai. Avec Histadrout, on en parlait avec David lorsqu'on a échangé sur la préparation du débat, le rôle des syndicats, le rôle des ONG. Et moi, je vais vous parler, par exemple, d'un mouvement que moi j'ai rencontré en Israël, que j'avais trouvé absolument remarquable, parce que je trouvais que c'est très, très courageux de la part de militaires de Tsahal de dénoncer les violences que pouvait commettre l'armée israélienne, Breaking the Silence, pour ne citer que, qui ont été en pointe pour dénoncer aujourd'hui les abus de pouvoir que pouvaient être ceux des militaires. Et quelque part, quand vous avez un pouvoir démocratique, encore une fois, qui s'appuie sur des militaires et des religieux, les amis, il faut peut-être qu'on s'interroge aussi sur notre capacité à anticiper, à prévenir ces situations. Et je voulais aussi redire, moi, dans cette campagne, je n'ai jamais autant vécu l'essentialisation dont on parlait à l'instant. Juliette a raison de dénoncer l'antisémitisme. Moi, je vais vous dire, on ne m'a jamais autant demandé si j'étais juif. C'est complètement dingue. On dit à Raphaël Glucksmann en permanence, « Ah mais non !» Comme je l'ai accompagné dans un quartier d'Orléans il y a quelques semaines, où on l'a entendu des jeunes nous dire « Non, mais on ne vote pas pour vous, monsieur, parce que vous êtes juif. » Enfin, une banalisation à un niveau tel d'antisémitisme crasse, c'est insupportable. Mais il faut aussi, là encore, qu'on s'interroge sur la capacité qu'on a à traiter cela, à apporter des réponses et à combattre cela avec des armes qui sont convaincantes. Il ne s'agit pas d'imposer un point de vue, il s'agit qu'ils comprennent qu'ils font fausse route, qu'ils se trompent. Et c'est aussi notre responsabilité. Vous savez, quand j'ai vu les tweets qui ont été écrits, pas seulement par les insoumis, c'est là où je ne suis pas totalement en phase avec Juliette. Vous savez, moi, je suis d'Orléans. La rumeur d'Orléans, je n'ai pas besoin de vous expliquer les travaux d'Edgar Morin, elle visait des commerçants juifs. Et donc, quelque part, on doit aussi s'interroger sur le fait que des gens vont essentialiser Emma Rafovitz parce que c'est une femme, parce que c'est une juive, parce qu'elle défend des positions qui sont courageuses pour une militante socialiste, pour une militante sioniste aussi, quelque part. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable d'assumer aujourd'hui ce débat-là en expliquant qu'ils font fausse route. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est quelque part les violences qui ont pu être dénoncées d'ailleurs par les militaires, donc je parlais côté israélien, les violences qui peuvent être observées depuis des années, le processus de colonisation, j'assume ce terme, je ne reprends pas le terme d'apartheid, je ne partage pas le terme de boycott, mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Quand on a des expropriations, des restrictions de circulation, des atteintes aux droits humains, de la violence croissante, voire de l'interposition violente de la part de l'armée, il faut qu'on soit aussi capable de dénoncer quels peuvent être ces crimes-là. Et donc, oui, je parle de colonisation. Et ce n'est pas pour autant un discours post-colonial, comme on peut l'entendre chez certains. C'est un discours qui qualifie les choses en fonction de ce qu'est notre rôle politique. Et je veux terminer vraiment sur ce point. Moi, vous savez, je suis persuadé qu'on n'a pas raison tout seul. Nous, les partisans, les acteurs politiques, on doit s'appuyer sur la force de la recherche, la justesse des scientifiques, l'effort des historiens ou même des juristes. Moi, je ne suis pas la CPI, je ne suis pas la CIJ. Mais bon sang, si on est internationaliste, si on est socialiste, si on est candidat à ces élections européennes, si nous, on ne donne pas l'exemple en respectant les principes du droit international, qui le fait alors? Merci. Sur le terme de colonisation, je tiens quand même à dire qu'en Israël, c'est un terme largement utilisé par tout le monde. On parle cela dans les médias, on parle du mot kibouch qui veut dire colonisation, occupation. Il y a des débats, effectivement, entre la droite et la gauche, mais personne ne conteste qu'Israël occupe ces territoires depuis 1967. Il y a un débat sur l'avenir de ces territoires, sur la question des frontières, sur la reconnaissance ou pas de l'État Palestine, mais pas sur le fait que Israël se trouve dans une situation d'occupation de ces territoires. Pour nous, pour notre liste, il y a un préalable indispensable, c'est de bien distinguer les débats. Il y a le conflit israélo-palestinien d'un côté et il y a une autre réalité tragique qui est la montée de l'antisémitisme en France. Bon. Je suis très inquiète et je rends hommage à Delphine Orviller qui incarne merveilleusement ce combat-là, ce combat pour la laïcité. Je trouve sincèrement que
il y a une régression en France aujourd'hui. Et je ne pensais pas avoir, moi, aujourd'hui, à devoir faire face à une obligation d'avoir à justifier pourquoi on lutte contre l'antisémitisme. Et je trouve ça sincèrement sidérant qu'à gauche, on soit encore obligé aujourd'hui d'expliquer que l'antisémitisme, quand il commence à s'exprimer, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que c'est la première manifestation historiquement d'un glissement vers la remise en cause de la démocratie, de la République, et c'est un signe très inquiétant. Donc j'aurais préféré qu'on disjoigne les sujets, parce que ce n'est pas le même sujet. Ce qui se passe en Israël, ça se passe en Israël. Ce qui se passe en France sur la montée des agressions antisémites. On a parlé tout à l'heure de Mireille Knoll, on a parlé de Ozar Hatorah, on a parlé d'Hypercacher. C'est autre chose. Voilà. Et moi, il me semblait qu'à gauche, tout le monde aurait condamné les agressions antisémites, et j'ai été profondément choquée de voir un Mélenchon qui, à l'époque, quand je le connaissais, était un type formidable, un républicain laïque. Voilà. J'étais très choquée de lire les attaques contre la présidente de l'Assemblée nationale, avec tout ce que ces sous-entendus avaient de choquant. Et très choquée, hein. Moi, j'ai été très heurtée aussi de lire un certain nombre de discours un peu ambivalents qui mélangeaient le conflit israélo-palestinien, qui mélangeaient les excès d'un Netanyahou qui, oui, est d'extrême droite, personne ne l'a, et la question de l'antisémitisme. Enfin, c'est délirant, quoi. Il y a les Juifs de France et puis il y a les Juifs israéliens, point. Enfin, il n'y a pas de signe égal. C'est pas parce qu'on est juif qu'on est israélien. Ça, c'était les arguments des antisémites qui pensaient que les Juifs sont forcément israéliens. Ben non, en fait. Voilà, moi, c'est des choses comme ça que j'essaie de défendre avec cette liste pour les Républicains. Et puis voilà, il y a un moment où les trucs sont assez basiques, en fait. Il y a des choses assez simples. Et tout le monde sait très bien ce que je veux dire. Il y a deux sujets. Il y a le conflit israélo-palestinien, la critique de la politique de Netanyahou d'un côté, de même qu'on doit critiquer ceux qui oppressent les Ouïghours, de même qu'on doit critiquer toutes les victimes dans le monde entier, toutes les victimes de politiques d'extrême droite. Bien sûr, on les critique, mais c'est quand même différent du fait qu'en France, il y a une augmentation de l'antisémitisme. Et donc, faisons vraiment très, très attention avec ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les dirigeants politiques, tous doivent être unis contre les manifestations de haine à l'endroit des Juifs, à l'endroit des musulmans. Et je ne pensais pas, franchement, qu'un jour, il aurait fallu que je me réengage sur des trucs qui me semblaient évidents, en fait. Bah non. En fait, on est en pleine régression, et ce discours-là, aujourd'hui, c'est un discours assez simple, mais je crois qu'il faut que nous le tenions sans conditionnalité, sans contextualisation. Voilà. Merci. Ce discours, malheureusement, est aussi la conséquence d'une certaine utilisation du conflit, tel que le fait LFI. Je crois que là-dessus, tous les quatre intervenants partagent cette opinion. Je trouve c'est important de le dire. D'ailleurs, c'est pour ça, je le dis parce que la question n'a pas été posée, je tiens à le dire, qu'on n'a pas voulu inviter un représentant de LFI à ce débat, pas plus qu'un représentant du Front National avec lequel nous ne partagerons pas, en tout cas dans nos deux associations, la moindre valeur. Voilà. Alors, il est certain qu'il y a des nuances qui se sont avérées entre vous. Je pense que ça a pu éclairer, en tout cas, les participants à ce débat. Pour être plus précis, je voudrais quand même vous poser tous les trois deux questions précises. Si demain, vous êtes élu, et on parle de l'élection européenne, c'est ça, donc vous serez à Bruxelles, est-ce que vous serez à des positions par rapport aux relations entre Israël et l'Union européenne, à des changements? Je parle là de notamment interruption des accords économiques existants entre Israël et l'Union européenne, et il y a également le volet scientifique dans cette coopération entre l'Union européenne et Israël. Première question.
Et deuxième question, on revient alors, vous y avez à peu près répondu, c'est celui de la reconnaissance de la Palestine. Quelle que soit la situation sur le terrain, vous pousserez les pays européens à reconnaître aujourd'hui de façon unilatérale la Palestine pour faire pression dans le processus. Voilà, c'est ces deux questions qui peuvent peut-être montrer des différences entre vous. Oui, alors sur la première question, d'abord, donc je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais nous pensons qu'il faut la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël tant que le gouvernement israélien n'applique pas le droit international. Et d'ailleurs, dans l'accord économique, l'article 2 demande le respect des droits humains. Donc, nous demandons tout simplement que, en l'état, on ne peut considérer qu'il y a un respect des droits humains. Donc, on demande qu'en l'état, l'accord commercial soit suspendu tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu et un respect des droits humains. Tout à l'heure, il a été évoqué la question du boycott. Nous soutenons le boycott uniquement dans les colonies qui sont illégales par nature. Pour le reste, je l'ai dit aussi, on s'oppose par contre à tout boycott culturel sportif. Les sanctions, pour nous, elles ne doivent pas toucher, elles ne doivent toucher que ceux qui violent le droit international et elles ne doivent pas toucher le peuple israélien dans son ensemble. Et donc, on s'oppose aussi à la suspension des coopérations universitaires, des coopérations de recherche. Les universités et les recherches sont et la recherche, c'est des lieux de progrès social et donc qui doivent être mobilisés pour construire la paix et donc qui doivent permettre de lutter contre l'extrême droite de Netanyahou. Donc, voilà notre position sur ce sujet précis. Je voudrais revenir, et ce qui va me permettre de revenir sur la CPI. Encore une fois, là, c'est les réquisitions du procureur qu'on peut discuter. Hein. Je vous ai dit, moi, ce que j'en pensais, parce que je trouve que les réquisitions du procureur sont très politiques. Et moi, je préfère m'en tenir à l'avis des juges. Donc, on va laisser la CPI travailler, puis on va voir ce que les juges diront. À partir du moment où les juges auront jugé, eh bien, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il faudra réexaminer la question des accords commerciaux. Donc, on verra bien. Une fois qu'ils auront décidé, peut-être que ça sera là le moment, sur une base assez tangible, de réexaminer à quelles conditions les accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël pourraient être repassés. Sur le boycott, moi je suis tout à fait contre le boycott. Je partage ce que dit Hélène. C'est vraiment d'abord sur quels critères on boycotte comme ça du jour au lendemain sans avoir examiné sur le plan juridique. C'est pour cela qu'il faut attendre le jugement de la CPI. Enfin, je suis contre ce type de mesure-là à l'emporte-pièce. Pourquoi dans ce cas-là et pourquoi pas dans un autre cas? Et enfin, évidemment, sur la question de la recherche, je m'oppose totalement à la suspension des accords avec les universités israéliennes, qui sont quand même des lieux de recherche, de travail, des lieux justement qui prônent pour beaucoup le respect des droits, qui sont importants pour assurer précisément l'aménagement de solutions différentes, qui sont pour de l'intelligence. Donc je suis évidemment contre la suspension des accords. Là, ça avait été évoqué notamment par certains dans le cadre à Sciences Po. Moi, je trouve que c'est aberrant. Dire on va suspendre tous nos accords avec les facs israéliennes, enfin, c'est jamais de la vie. Donc non, évidemment que non. Et pour le reste, oui, sur la reconnaissance de la Palestine, mais encore une fois, avec tous les caveats évoqués précédemment, et les caveats, c'est-à-dire l'exigence de la libération des otages, l'exigence d'une cessation des actes de terrorisme et surtout, si possible, le plus rapidement possible, la désignation ou la mise en évidence ou le soutien pour avoir une autorité palestinienne qui arrive à être représentative et qui rompe définitivement avec le terrorisme. Ok, Dylan. Je voulais d'abord répondre à vos questions et puis je lis aussi en même temps avec attention et intérêt à ce que vous vous dites dans la conversation parce qu'effectivement, il y a des points de vue qui sont éclairants sur la difficulté aussi d'avoir une vision homogène
la société française est très fracturée. Alors, s'il faut parler de la société israélienne, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus unitaire. Et alors, je ne parle même pas de la société palestinienne, mais je voulais quand même revenir sur le questionnement. D'abord, si j'étais élu député européen, bon, il faudrait qu'on fasse un gros score, mais plus sérieusement, il faudrait que je sois, comme le disait à l'instant Juliette, très vigilant sur ce qu'on entend par accord économique, accord universitaire, accord d'association. On a un peu un mélange des genres et je pense que les politiques ont un rôle à jouer, mais certainement pas d'aggraver la situation économique des populations et notamment en Israël. La question du pouvoir d'achat est une question extrêmement prégnante, de l'accès à un certain nombre de biens essentiels et d'ailleurs côté palestinien, l'accès même aux biens communs, à l'eau par exemple, sont des défis du quotidien. Nous, quand on a eu l'occasion avec les membres de notre délégation au Parlement européen, je pense à Sylvie Guillaume par exemple, ou à Aurore Laluc, de rencontrer des ONG palestiniennes ou des acteurs universitaires israéliens, on l'a bien rappelé qu'on était défavorable à remettre en cause les accords de coopération universitaire, de recherche, parce qu'évidemment, en plus, on sait que ce sont le cœur de la mobilisation contre Netanyahou, donc ça serait un non-sens. Mais s'il faut aussi s'attaquer aux accords commerciaux, aux accords économiques, il y a un non-sens aussi dans le fait que ça va mettre en difficulté encore plus les populations. Ce que je voulais aussi vous dire sur la reconnaissance de l'État de Palestine, nous, on inscrit, je le disais tout à l'heure, ça a pu surprendre quelques-uns d'entre vous quand j'ai parlé de camarades palestiniens, de camarades israéliens. Moi, je continue à parler avec les représentants du Fatah parce que je ne les disqualifie pas, même s'ils ont sans doute, je le disais, une part de responsabilité dans les difficultés et dans le conflit actuel. Mais je veux aussi dire que quand on parle avec eux, avec Pedro Sanchez, avec Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, avec Antonio Guterres, alors qu'il n'est plus un dirigeant européen, mais un dirigeant, vous le savez, secrétaire général des Nations Unies, ce sont des anciens leaders ou des leaders qui ont appartenu à la famille socialiste, et c'est important qu'on ait des discussions avec eux. Lorsqu'on a signé au début d'année une tribune dans Haaretz avec notamment des leaders de tout le Proche-Orient, et pas seulement des leaders israéliens, pas seulement des leaders palestiniens, moi j'étais il y a quelques jours en Jordanie pour le Forum social-démocrate arabe, je peux vous dire que c'est utile de continuer à parler avec eux, même si d'ailleurs on n'a pas forcément les mêmes positions sur les qualifications, sur le génocide, sur le boycott, sur l'apartheid. Ils sont sur des positions qui sont plutôt proches, notamment je pense à nos amis de Jordanie, plus largement du Moyen-Orient, ou d'ailleurs du bassin méditerranéen en général, sur des positions qui sont beaucoup plus dures que celles des sociodémocrates européens, et ça ne nous empêche pas de nous parler. Et dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est aussi la conviction que ce qui va se passer au Parlement européen, ça va aussi être, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, sur l'ambiguïté d'Ursula von der Leyen dans ses relations avec les partis nationalistes. Vous savez, Hélène ne l'a pas dit tout à l'heure, mais lors du débat qu'elle évoquait à Maastricht, Madame la présidente de la Commission européenne a évoqué la possibilité de s'allier avec une partie de l'extrême droite européenne pour faire majorité au Parlement européen. Donc, si on veut, le 9 juin, envoyer le plus de députés européens qui font barrage et qui ont pour objectif de limiter cette alliance entre la droite et l'extrême droite, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les compatriotes français qui sont avec nous. Il faut voter pour Raphaël Glucksmann et notre liste. Voilà, je vous remercie. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on avait sollicité des représentants des listes des Verts, je ne sais pas comment s'appelle le nom de la liste, et également de LR, mais on n'a pas réussi à avoir de leurs représentants. Donc voilà, ça faisait partie des partis, comme les vôtres évidemment, que l'on avait sollicité pour ce débat, ils avaient tout à fait leur place avec nous. Voilà, bon, je pense que c'est assez éclairant. Je vois le chat, il y a évidemment beaucoup de commentaires. Mais on n'est pas là pour faire un commentaire sur la situation, mais plutôt pour vous entendre. Et c'était ça l'objectif de cette soirée. Je vous remercie tous les quatre d'avoir consacré 7h30 avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre invitation. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense, moi, je retiens en tout cas quelque chose d'important, c'est qu'il y a certes des divergences d'appréciation, mais on partage quand même des valeurs communes. Et ça serait important que, ça a été dit par certains d'entre vous, que le soutien de cette famille politique au sens large, auquel nous appartenons, de valeurs social-démocrates et qui aspirons à la paix et à une solution à ce conflit, qu'on puisse l'entendre collectivement beaucoup plus et qu'on entende
moins des voix comme celle de LFI qui cherchent à essentialiser les gens en fonction de leur identité et qu'on entend plus les voix comme les nôtres, collectivement j'entends, pour le soutien aussi à la société israélienne civile et à la gauche israélienne dans toutes ses composantes qui se battent dans des conditions très difficiles pour une solution sur la base de 2 États. Je crois que c'est important, si on arrivait collectivement à entendre ce message, quelles que soient les petites différences entre vous et vos listes, ça serait une avancée très importante. Et si demain vous êtes à Bruxelles, essayez de constituer ce mouvement d'opinion qui puisse venir en soutien à ceux qui se battent sur place dans des conditions difficiles pour une solution politique. Merci beaucoup. Je vais juste en profiter pour ajouter que j'étais heureuse d'entendre Hélène, dont je partage l'analyse, et puis aussi d'entendre Dylan, que je connais bien, et donc merci aussi Dylan, parce que je trouve que tu as une position très, très intéressante. Je voulais que tout le monde sache bien ici que Guillaume Lacroix et moi, on a œuvré, travaillé avec Raphaël Glucksmann pour essayer justement d'avoir, sur la position que j'ai décrite, d'avoir une liste commune, mais qu'il nous a été indiqué que pour la France insoumise, Guillaume et nous n'étions, je cite, pas fréquentables. Je tiens quand même à vous le dire, puisque ça a probablement aussi bloqué l'hypothèse d'une union de notre liste avec Raphaël et avec Dylan et sans doute d'autres personnes qui sont probablement plus proches de nous que de la France insoumise, en tout cas je l'espère. Voilà, merci à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir, merci. Merci. Merci de la part de La Paix Maintenant. Et bravo aux organisateurs, merci David. Oui, bravo. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.